Elle est sympa celle de moi bébé avec le casque. Putain mais j'étais gaulé là, c'est un truc de fou hein. Je suis impressionné quand même là. Il va falloir que je m'y remette. Salut Combini, c'est David Guetta et on va scroller ensemble mon compte Insta. I'm Good, une histoire de Maboule. Je travaille beaucoup depuis le début avec Bebe Rexha, avant même qu'elle soit artiste. On avait fait Hey Mama ensemble avec Nicki Minaj. Et un jour, on est en studio ensemble à Londres. Elle me dit, bah, je suis à Londres, t'es dans le coin, parce qu'à l'époque, je vivais à Londres. Je dis, bah ouais, super, allez, on va au studio. Et puis, on fait une chanson. Et puis pour rigoler, on prend les accords de I'm Blue et ce riff de piano, et puis elle écrit une chanson dessus. On échange sur les paroles, le côté feel good, et j'avais fait I Got a Feeling, et c'était un peu cette référence d'un sentiment très simple de bonheur, de célébration de la vie. Et puis, j'aime bien un peu toujours ce côté-là. Je dis, oui, bon, j'ai pas besoin d'être assis dans le VIP. Moi, je peux être heureux partout. Et en fait, on n'a jamais sorti le titre. Le label, je trouvais pas ça terrible. Elle était pas non plus super enthousiaste. Et puis, moi, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais juste le garder pour moi, pour le jouer en tant que DJ. Et je l'ai joué à un festival. 4 ans passent. Et là, il y a quelqu'un qui a écouté mon set qui était sur YouTube, qui a samplé la partie où j'avais joué I'm Good et le met sur TikTok pour faire un son. C'est parti de TikTok, I'm Good. Un jour, il y a Bebe Rexha qui m'appelle, qui me dit, mais t'as vu ce qui se passe là sur TikTok? Non, j'ai pas vu. Non, mais c'est dingue, il y a I'm Good qui est partout. Il faut absolument qu'on le sorte. C'est en train d'exploser, tout ça. En gros, j'avais une semaine ou 2 semaines pour finir le titre. Et donc, je produis le titre, hyper speed, hyper à l'arrache. Et là, le disque, ça explose. Au mois de septembre, à un moment où, on va dire, c'est un peu la fin de saison à Ibiza. Mais là, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que on est obligé de refuser des milliers de gens parce que tout le monde veut venir à mes fêtes parce que il y a I'm Good qui est le plus gros titre dans le monde. Et effectivement, ben, on est numéro 1 dans le monde. Ouais, elle est très drôle cette photo, elle est sympa. C'est vraiment des bons souvenirs, c'était un peu les débuts. Bob Sinclair, Martin Solveig, Antoine Camaran et moi, on était tous dans la même agence. C'était vraiment un moment magnifique dans nos carrières parce que c'était l'explosion des DJ. On commençait à avoir vraiment du succès à l'étranger et c'était un moment de grande camaraderie et c'était très cool. Et à l'époque, je commençais Fuck Me I'm Famous. Bob Sinclair venait me soutenir, jouer pour moi et j'étais très admiratif de son talent. Bah ça, c'était un peu mes débuts à l'international. C'était 2001, 2002, 2003. Et lui, en fait, il cartonnait à l'inter avant moi. J'ai commencé avant lui parce que c'est marrant parce que avant même que je fasse de la musique, j'étais DJ au Palace. Il venait m'écouter et à l'époque, il devait avoir 17 ans et moi 21, quoi, un truc comme ça. Donc c'est marrant. Et puis après, moi, j'ai entendu ce qu'il faisait. J'ai trouvé ça vraiment super. Et ouais, on a toujours eu une bonne relation. Comment t'as eu l'idée de cette phrase « Fuck me, I'm famous » ? Ce qui est très marrant, c'est que en fait, les gens pensent que j'ai inventé ça en étant connu, mais c'était pas du tout le cas. En fait, quand j'ai inventé ça, c'était à l'époque où je m'occupais des bains et qui était une boîte où il y avait toutes les célébrités. Je me souviens par exemple quand il y avait De Niro qui venait à Paris, juste la boîte était remplie, t'avais toutes les plus belles nanas. Je pense qu'il y avait des coups de téléphone qui se passaient ou pas. Et donc en fait j'observais toujours ce truc. Et à l'époque on avait DiCaprio aussi, on avait vraiment des grosses stars américaines. Et en fait, en voyant un peu tout ce cirque, j'ai eu ce truc parce que moi, ma motivation pour m'occuper des clubs, ça a toujours été la musique. Je suis jamais sorti en boîte pour draguer les nanas. C'était toujours la musique, les DJ. Et puis comme j'étais avec Cathy et qu'elle était beaucoup plus dans ce truc des célébrités et tout ça, donc j'assistais un peu à ce jeu des célébrités et c'était un peu pour déconner en fait, pour me moquer de mon propre style de vie en fait. Et c'était plutôt un œil un peu critique quand je suis venu avec le concept Fuck Me I'm Famous. Et puis après, il se trouve que je suis devenu connu moi-même. Alors les gens commençaient à dire, mais t'es sérieux là? Mais non, bien sûr que non. C'est quoi cette photo de... Ah oui, c'est un montage, ok. Si j'étais président,
Moi, je vais vous dire, je suis assez inquiet si je dois vous dire tout à fait la vérité. Je trouve que la France est de plus en plus divisée. Et moi, quand j'ai grandi dans des quartiers quand même assez populaires, et puis avec aucun problème entre nous. Il y avait des fois des vannes, mais c'était toujours bon enfant, c'était toujours bon esprit. Et puis en dehors de ça, moi, je sais parce que j'en ai beaucoup souffert. Quand j'ai commencé en tant que DJ, mais après, comme j'ai eu du succès en tant que DJ, j'ai commencé à organiser mes propres soirées. Puis j'ai eu des boîtes de nuit, j'ai eu des restaurants, et c'était vraiment très très dur. Je trouve qu'il y a un vrai problème en France dans l'ascenseur social. Parce qu'en fait, quand tu pars de rien et tu décides que tu vas sacrifier ta vie pour réussir et que tu travailles 100 fois plus que tout le monde, ben c'est très très dur. Moi, je me rappelle de la première année où j'ai monté mon entreprise, j'ai eu tous les contrôles fiscaux possibles et imaginables. C'est vraiment... Et je me souviens très bien, le gars qui a fait mon contrôle fiscal, j'avais ce sentiment d'injustice. Et il m'a dit, mais monsieur, on attrape ceux qui courent le moins vite. Je trouve ça très révélateur, en fait. Et en fait, une fois qu'on passe ce cap-là, là, ça devient possible. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des succès incroyables, comme LVMH, par exemple, qui sont français. Mais le début, c'est vraiment trop dur. C'est trop dur pour les entreprises, pour les commerçants, c'est trop dur. Et moi, en fait, si je faisais une chose, ce serait essayer d'aider ceux qui ont envie de s'en sortir. Cool. Ce serait quoi l'hymne national? La Marseillaise, ça marche bien. Moi, je ferais peut-être un remix quand même. Elle est mignonne, celle-là. Alors, mon fils va avoir 20 ans, là, et ma fille, 16 ans. Mon fils étudie à l'université de Miami, et ma fille, à Los Angeles, elle est dans une école qui s'appelle Harvard Westlake. Mon fils, lui, il est passionné de sport, donc il étudie le sport management. Ce serait un peu peut-être pour être agent, par exemple, ou s'occuper d'une équipe, ou un truc comme ça. Et ma fille, je crois qu'elle sait pas du tout ce qu'elle veut faire, mais c'est-à-dire que là, par exemple, elle vient de bouger aux États-Unis. Elle était au lycée français, donc c'est un autre système éducatif. Moi, j'étais un peu inquiet quand même. Quand elle est passée en cours en anglais, genre, elle est dans les meilleurs de sa classe direct. Il y a pas de problème, quoi. Ah, le show-off, putain, j'ai honte, là. Je suis plus comme ça, hein. Là, en ce moment, je suis pas trop en forme. Et regarde mon fils, quand même, il est beau gosse, s'il te plaît. Et moi, j'ai l'air d'un nain à côté de lui, parce c'est un géant. C'était les premières années où j'ai commencé à le motiver pour qu'il s'occupe de son corps, qu'il mange plus parce qu'il était tout fin. Et donc, on allait s'entraîner régulièrement ensemble. Ouais, j'aime bien cette relation que j'ai avec mon fils aussi. Au début, quand les enfants sont petits, on est obligé de vivre autour d'eux. Et tu te tapes des fois des dessins animés. Et alors après, quand ça commence à évoluer dans le temps et ça devient génial à partir de 12-13 ans comme ça. Et maintenant, c'est vraiment parce qu'on a les mêmes goûts avec Elvis, donc on peut sortir ensemble, écouter des artistes, des DJ, et on peut regarder des films ensemble, on peut aller au sport ensemble, c'est mortel. Alors, la photo avec Avicii. Avicii, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était un énorme talent, comme j'ai rarement vu en fait. Il se concentrait vraiment sur la musique en elle-même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très forts en technique, en production, qui au niveau de la création musicale sont pas forcément forts. Et moi, ce qui m'impressionne honnêtement, c'est les gens qui composent des titres qui arrivent à rester dans le temps. Et Avicii, il était très très impressionnant. Je me rappelle une fois, on avait fait un titre qui s'appelle Lovers on the Sun, et j'étais en studio avec lui pour travailler sur un autre titre. Puis je dis, t'as pas une idée pour le drop de ce disque? Je sais pas quoi faire, j'ai une chanson qui est vraiment forte, mais en 5 minutes, il m'a joué une idée de malade. Et je dis, bon, alors, ok, on le fait en 5 minutes, non, t'inquiète pas, vas-y, aucun problème, tu peux le prendre pour toi. C'était super généreux, quoi. C'était dur de voir quelqu'un d'aussi gentil et d'aussi talentueux se détruire comme ça. C'était vraiment, c'était dur. En tant qu'ami, c'était dur à voir. C'est un vrai sujet, tu penses, le mal-être chez les DJ? Ouais, c'est un vrai sujet chez les artistes en général. En fait, on vend du rêve en fait, hein, et on vend toujours ce côté, ouais, on a une vie extraordinaire, ce qui est vrai. On est sur scène, on reçoit de l'amour, mais en fait, ce qu'on voit pas, parce que c'est très difficile. On se parle souvent entre nous de ça parce qu'on peut pas décemment se plaindre. Parce que notre vie, elle est tellement extraordinaire, elle fait rêver tellement de gens. Donc, on peut pas parler du côté sombre, du fait qu'on est obligé d'être performant en permanence, chaque jour, chaque heure. Et en fait, cette pression, on en souffre tous. Ah, j'adore cette photo. Ben, ça, c'est moi à 4 ans, je crois, ou 3 ans, je sais même pas. C'est dingue parce que j'étais obsédé par le tourne-disque. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque.
et j'étais tout le temps avec le casque et j'étais tout le temps... Mais c'est fou parce qu'il n'y avait pas de DJ, il n'y avait pas de scratch, il n'y avait pas tout ça. Et j'étais tout le temps en train de toucher les disques. Toute ma vie, j'ai voulu être DJ. Et c'est tellement bizarre parce que aujourd'hui, il y a une certaine logique à vouloir être DJ parce qu'il y a des exemples qui peuvent faire rêver, parce que ça veut dire un lifestyle, ça veut dire être connu, ça veut dire avoir de l'argent si on a une grosse réussite. Mais moi, à l'époque, il n'y avait aucun exemple. Il y a personne qui était connu en tant que DJ. Donc, c'était assez bizarre d'avoir cette obsession. À 14 ans, je faisais déjà des fêtes où je faisais payer 10 francs l'entrée, donc l'équivalent de 1 euro. L'entrée dans ma cave pour les fêtes que je faisais le dimanche après-midi. Ouais, toute mon enfance, mon adolescence, j'ai été obsédé par les disques. Et jusqu'à maintenant, ça m'a pas quitté. Ah ouais, mais cette photo, elle est folle. J'adore cette photo. C'était au début des années 90. Alors là, je vois le mec avec le survêtement. Ça, c'était pas de cash. C'est le mec qui a organisé la première rave en France. Ariel Wiesman, qui travaillait à Nova. Albert de Paname, qui faisait une fête incroyable, qui jouait plutôt des classiques soul funk, que j'adorais sa musique. Frédéric Lequin, qui m'a fait travailler très tôt, quand j'avais 19-20 ans, qui était organisateur de soirée, et moi au platine. Je pense que c'était en 90-91, on faisait des rêves totalement illégales. C'était une vraie aventure de liberté, et un peu de folie aussi. Non, moi quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'amis, je sortais tous les soirs, vraiment tous les soirs. Mais je suis jamais sorti pour draguer en fait, contrairement à la plupart de mes amis. J'ai jamais vraiment bu d'alcool. Moi, c'était toujours la musique. Et je me rappelle aussi à cette époque-là, il y avait les soirées aussi avec Dynasty chez Roger Bois de Funk. Et en fait, je me mettais devant Dynasty, puis je bougeais pas en fait. Je le regardais mixer comme ça pendant des heures et des heures. J'étais quand même un ado à fond, avec toutes les conneries que ça peut comprendre. Et puis, par contre, ce qui m'a toujours sauvé finalement, c'est ma passion pour la musique. Ouais. Alors, Dr. Dre, bon, la légende, quoi. C'est marrant parce que j'avais le casque là, on voit le casque Beats. Et moi, j'ai vraiment été témoin de la création de Beats. Quand j'ai produit I Got a Feeling, c'était un peu une révolution aux US parce que on va dire que avant I Got a Feeling, il n'y a jamais eu un disque de dance music qui a vraiment cartonné. Aussi, j'ai eu un bon timing, ça m'a aidé. Il y avait Lady Gaga qui avait beaucoup de succès en même temps que moi. Et donc, avec I Got a Feeling, c'est un peu la révolution. Et donc, au moment de I Got a Feeling, Jimmy Iovine me demande de venir. C'était le patron d'Interscope. Et il me dit, voilà, tu devrais faire un label avec moi. Puis il me dit, tu sais, en même temps, j'ai une nouvelle idée, je veux faire des casques. Puis je lui dis, mais écoute, moi, j'ai l'impression que tu es plus passionné par les casques que par le label. Alors, si tu veux, moi, je veux bien faire des casques avec toi parce que je veux travailler avec des gens qui sont passionnés. Du coup, il me présente Dr. Dre et il me dit, ben voilà, je t'explique. En fait... Ben nous, réellement, on ne crée pas non plus les casques. On achète des casques à une marque qui s'appelle Monster en Chine. Moi, j'ai un copain qui est designer, qui fait le design de Apple. Je lui fais faire le design. Et puis, j'ai Dr. Dre qui est signé par moi. Et on voulait faire un truc ensemble. Il a une marque de folie. Donc, en fait, c'est ça notre concept. Et c'est comme ça qu'ils ont créé Beats, en associant un designer, un fabricant qui était même pas eux, et Dr. Dre qui était une marque porteuse. Et donc j'ai fait une collection de casques avec Dre et avec Jimmy Iovine. Et c'était impressionnant de voir à quel point on peut réussir en partant de rien à part une énorme bonne idée. Ah, mortel. Bon, Nile Rodgers, bon, c'était la légende. On s'est retrouvés en studio une ou deux fois. C'est un mec qui est adorable. Bon, ben, je pense qu'il y a plein de gens qui le connaissent pour sa collaboration avec Daft Punk, mais bon, c'est un guitariste légendaire et un producteur légendaire. Donc, c'est un peu, on va dire, dans les gens qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin, qui m'ont donné envie de faire ce métier. Il est toujours passionné de musique. Il fait toujours des collaborations avec plein de gens. C'est impressionnant. Moi j'aime ça. Je suis pareil. C'est-à-dire que je continue tous les jours à faire de la musique, à écouter des nouveaux trucs, à apprendre. Je vais regarder des tutoriels sur comment faire ci et comment faire ça, alors que bon, je me débrouille déjà pas trop mal. Cette soif d'apprendre, en fait, qui vient avec un peu de modestie, je trouve que
C'est ça qui fait qu'on peut durer dans le temps. Et c'est ce que j'ai observé chez lui. Il aime collaborer. Et donc, c'est quand même une certaine preuve d'humilité. Et moi, j'essaye de faire la même chose, de me dire que c'est pas parce que ça marche que je peux pas apprendre encore d'autres personnes et des jeunes qui viennent d'arriver, qui ont peut-être pas la même expérience, mais qui ont des techniques que peut-être moi je connais pas. Ah ouais, mais t'as bloqué sur les trucs de muscu, quoi. Ah non, mais c'est des vieilles photos. Je poste moins. Non, mais la vérité, c'est que je poste moins parce que je suis plus comme ça. Bon, déjà, je mange très clean, ça. Même maintenant, j'ai toujours fait très attention à ma diète. Bon, c'est assez simple, hein. En gros, tu bouffes du poulet tous les jours et du poisson le soir et du riz et des légumes. Là, je suis un peu en train de changer parce que forcément, j'ai plus le même âge. Donc, je commence à faire du cardio parce qu'à l'époque, j'étais un peu trop superficiel. Maintenant, j'essaye un peu plus de penser à ma santé, peut-être un peu moins à mon look. Et je veux faire un peu plus de cardio. Ouais, je sais pas, j'avais bien aimé les gâteaux. Moi, la vérité, je préfère les gâteaux marocains. Je suis plutôt corne de gazelle. Ça ressemble à des gâteaux qu'on mangerait plutôt au Moyen-Orient. Ouais, c'était le début d'Instagram, on savait pas trop quoi faire à l'époque. Alors, Big Fuck You, ça c'est mon dernier single. J'adore ce disque. J'ai fait ça avec Ayra et Lil Durk. Ça fait partie un peu des ovnis de ma carrière. Ça me rappelle un peu à l'époque quand j'avais fait Memories avec Kid Cudi, qui est un truc un peu plus pointu, un peu plus, on va dire, branché, pas aussi accessible que ça. Et puis finalement, Memories, ça avait cartonné de malade. C'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est un disque que j'ai fait vraiment un peu par passion. Je suis allé revisiter des ambiances Chicago House Music de la fin des années 80, mélangé un peu avec de l'Afro House. Et puis Ayra Starr, très forte dans l'afrobeat, et puis de l'autre côté Lil Durk qui déchire en ce moment dans le hip-hop. Donc en fait c'est vraiment un mix de plein de choses différentes, parce que si les gens connaissent bien la musique de Drake, ils vont affilier ça peut-être à quelque chose d'urbain. Les gens qui sont dans la house, ils vont affilier ça peut-être à Chicago. Il y a de l'afro dedans, il y a de la dance music, il y a de l'urbain, il y a un peu de tout. Moi, j'ai toujours été très ouvert musicalement. Donc, j'adore ce titre, j'en suis super fier. Le concept Big Fuck You to My Replacement, c'est voilà, un fuck you à la personne qui me remplace dans son couple. Donc, je trouvais ça assez marrant, quoi. Le hook, c'est une vraie punchline, quoi. Colmini!